Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Donc on va se présenter. Donc nous on est commissaire aux comptes et on va vous présenter cette belle profession qui est commissaire aux comptes. Est-ce qu'on peut juste commencer un petit sondage, après on va se présenter, savoir un petit peu ce que ça évoque pour vous, un peu commissaire aux comptes, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, savoir un petit peu si vous allez être surpris. Est-ce que vous savez ce qu'on fait de nos journées? Est-ce que vous connaissiez déjà ce mot-là, commissaire aux comptes? Est-ce que c'est quelque chose qui évoque quelque chose pour vous? Oui. Juste de nom. D'accord. C'est bien déjà. C'est un bon début. C'est un bon début. Et du coup, de nom, pourquoi? Par rapport à... C'est plus parce qu'on a, quand on recherche des formations ou voilà, pour s'enseigner, en fait, on tombe sur ça, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. D'accord, ok, très bien. Et auditeur, ça vous parle un peu plus? Auditeur légal? Encore moins. Encore moins. Parfait. Comme ça, on a bien... Non, mais d'où l'intérêt d'être là aujourd'hui. On va commencer par une petite vidéo qui est la vidéo promotionnelle de présentation de la profession. On vous passe ça, puis après on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, vous avez vu quelques mots-clés déjà, on va les expliciter, on va les présenter, on va surtout vous dire pourquoi c'est dans la vidéo. On va parler d'environnement, de confiance, de digital, de nouvelles technologies ou autres. On va rentrer dans le détail. Donc, vidéo de présentation générale. On va vous en passer une deuxième, où on a une petite explication. Elle marche ou pas? On descend. Là, elle est là. Et Brigitte, mollo sur le baby-foot. Tu nous fais peur. T'es là tout le temps à faire du baby-foot. T'as des enfants, Brigitte. T'as même pas vu ton fils grandir, il est rentré à la fac. Alors on va pas se mentir, auditeur légal c'est pas un métier que t'as envie de faire quand t'es petit. Si ton enfant te dit un jour « Papa, il est allemand apparemment, papa, plus tard je peux être auditeur légal », il faut attacher cet enfant pendant la nuit parce qu'un de ces quatre il te mettra un petit coup de couteau. Le métier d'auditeur légal c'est pas mal parce que ça gagne bien. Puis il y a un côté un petit peu décontracté quand même dans ce métier, il y a un côté un petit peu costume sans cravate, on est détente, travail en équipe. Il y a un peu un côté agent secret. C'est comme dans le film là où ils appuient sur le truc et ça efface la mémoire des gens, mais à la place t'effaces toute tentation chez ton client de frauder ou de faire n'importe quoi avec ses sous. Du coup si à la sortie du lycée, voilà, tu te rends compte que tu sais pas quoi faire, que le rap ça n'a pas pris, qu'à chaque fois que tu fais écouter tes mixtapes, tout le monde s'en tape. J'ai honte de cette blague, mais elle est un peu marrante. Eh bien, ce métier est fait pour toi. Et sache que parmi tous les candidats, pour gagner le totem ultime d'auditeur ou d'auditrice légale, à la fin de l'aventure, il n'en restera qu'un. Non, en vrai, ça va, il y a pas mal de place. Mais c'était par rapport à... T'as capté. Et quand même pour te dire à quoi sert ce métier, parce que même si ça t'intéresse pas, tu pourras au moins te la péter dans des dîners mondains. En gros, c'est un métier qui est assez simple, hein. Tu passes de boîte en boîte pour un petit peu checker leur compte, vérifier s'ils font pas de conneries, et tu peux, à quelques endroits, sans qu'ils s'en rendent compte, glisser ton RIB pour brasser encore plus d'argent, mais tu deviens ce qui s'appelle un auditeur un peu illégal. Et c'est relou parce qu'après tu peux finir un peu en prison et devoir filer un peu des clopes aux gardiens pour qu'ils surveillent des gars qui veulent un peu te tabasser sous les douches. Donc je te conseille pas de faire ça. Bref, t'es là pour attester au final que leurs déclarations, leurs comptes sont fiables et sincères. T'es là pour mettre le tampon qui va attester que tout est good, c'est toi qui me le dis mon pote, il faut que ça vienne du cœur. Ah, il y a un truc qui est bien stylé, c'est que dans ce métier, tu es tenu par le secret professionnel. Est-ce que c'est pas classe ça? Moi je sais que je pourrais pas faire ça par exemple, je sais pas tenir le secret. D'ailleurs le monteur, il m'avait dit la semaine dernière
qu'avec sa meuf, ils avaient juste tout... On reprend. Bref, par exemple, si tu dois certifier les comptes d'une petite PME, toute petite entreprise, et que tu te rends compte qu'ils ont acheté 12 baby-foot, dont 3 qui se sont fait livrer comme par hasard à la maison de campagne du patron ou de la patronne, tu peux un petit peu leur dire mollo mollo sur les baby-foot. Profite quand tu l'as dit, parce que très peu de fois, je pense qu'on dit mollo mollo sur les baby-foot. Brigitte, je veux qu'un film s'appelle Mollo mollo sur les baby-foot, virgule, Brigitte. Quel genre de film? Un film, je pense, avec quelqu'un qui va pas mollo mollo sur les baby-foot et qui s'appelle Brigitte. Bah, faut que le titre soit cohérent, quoi. En gros, t'es un petit peu ce bon pote qui t'engueule pour éviter que tu fasses des conneries. T'es un peu ce pote qui va te dire Pierre, stop, maintenant tu arrêtes, il est 4 h du matin, on vient de sortir de boîte de nuit, tu arrêtes d'appeler ton ex. C'est la 4e fois que tu essaies de l'appeler, ça frise le harcèlement. Et Brigitte, mollo mollo sur le baby-foot. Tu nous fais peur. T'es là tout le temps à faire du baby-foot. T'as des enfants, Brigitte. T'as même pas vu ton fils grandir, il est rentré à la fac. Et je vous entends déjà vous dire, mais pas là, auditeur légal, c'est un métier compliqué, c'est sûr que ça demande 46 ans d'études, je vais passer ma vie sur des bancs de faculté. Déjà, j'espère que vous parlez pas comme ça. J'ai envie de vous dire, bien sûr que nein, ça veut dire bien sûr que non en allemand. C'est un métier qui demande bac+5, c'est beaucoup moins d'études que chirurgien, ça gagne autant et tu passes pas ta vie avec tes doigts dans un plexus. Et puis c'est un métier cool parce que tu passes de boîte en boîte pour faire des petites sessions de quelques jours à gauche à droite. Il y a un petit peu un côté relation libre mais du travail quoi. En tout cas, si ce métier te tente, n'hésite pas à te renseigner, franchement tu peux me faire confiance, vas-y les yeux fermés. Après je te conseille quand même d'y aller les yeux ouverts, en cours par exemple, si tu vas étudier ce métier. C'est plus simple avec les yeux ouverts, pour apprendre les leçons et tout, c'est bien de... Bisous. Oui. Là faut que t'enchaînes après. Bon, je vais pas être aussi drôle, hein, c'est sûr, mais alors on va peut-être se présenter. Alors on a mis des photos un peu drôles. Hein. Hyper drôle. Voilà, hyper drôle, voilà. Donc moi c'est Emmanuel, donc je suis commissaire aux comptes. Je suis aussi élue à la compagnie régionale des commissaires aux comptes, à la commission communication. Et mon cabinet est à Lorient, et une partie à Nantes également. Voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui. On va essayer de vous présenter le métier. Comme on peut. À toi Julien. Donc Julien. Avec ta belle marinière. Avec ma belle marinière. Julien Molavé, moi je suis commissaire en compte et expert comptable. Ça on pourra faire le lien entre les deux professions. Ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. J'ai commencé par 10 ans à Rennes dans un cabinet. Ensuite je suis parti à Vannes dans ce même cabinet, exercer la même profession en évoluant. Et je suis associé du cabinet dans lequel je suis depuis maintenant 6 ans. Et donc élu aussi à la compagnie des commissaires aux comptes et plus particulièrement en charge de la partie attractivité au niveau régional et au niveau national. Et ravi de partager le métier, de faire découvrir ce métier qui est un métier méconnu. On connaît tous à peu près le métier d'expert comptable parce qu'on a tous un tonton qui partait pas au ski ou qui à Noël arrivait un peu plus tard que les autres parce qu'il travaillait. Et le métier de commissaire aux comptes est un métier qui est méconnu alors qu'il y a une certaine proximité avec la profession d'expert comptable, mais on va essayer de vous faire découvrir ce qu'on fait au quotidien. Donc David Lemoin, donc la même chose, donc je suis commissaire aux comptes et expert comptable donc sur Rennes. Donc j'ai commencé moi il y a 10 ans. Avec un parcours on dit classique dans le métier, mais j'étais aussi très intéressé par le droit, et d'ailleurs j'avais failli faire un master de droit des affaires en complément, juste pour commencer à faire le lien entre notre profession et puis les métiers du droit. Et donc aujourd'hui, j'interviens sur des missions d'audit sur le bassin rennais et puis Grand Ouest. Vous avez vu dans la vidéo, on peut mettre le mode présentation, hop. Ah bah, droite. Moi j'ai fermé le truc. C'est les aléas du direct. Les aléas, exactement. Si tu repars sur directement, tu prends le dernier ouvert. Ouais, sinon. Ouais. Donc on va évoquer les différents points qu'on a pu voir dans la vidéo.
le commissaire aux comptes, hop, c'était là, je crois que c'était là. Tu veux quoi? C'est le kakémono en bas, en fait, si tu mets en bas, je pense que c'est ça que tu veux, que ça déroule tout seul. Celui-là? Non, tout à droite, c'est ça que tu veux. Encore. Ensuite, droite. Je cherche Ah, le truc, diaporama. vous pouvez envoyer les vidéos suivantes. Les slides suivants. Ah oui. Tac. Donc là sur le slide, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le mood tape, c'est qu'on va parler d'indépendance, on va parler de curiosité, d'appartenance à une équipe. En fait, le rôle de l'auditeur légal, quand on commence dans le métier, on est auditeur. Après, on parlera de commissaire aux comptes, qui est le titre un petit peu, je vais faire le parallèle avec les avocats. Vous pouvez travailler, être collaborateur dans un cabinet d'avocats ou en entreprise, et puis au bout d'un certain temps, vous passez votre diplôme d'avocat et vous vous inscrivez en tant qu'avocat. On est une profession qui fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que quand vous commencez votre carrière en sortie d'école, et on verra que les provenances, les cursus pour arriver dans la profession sont multiples et variés. Mais vous commencez en tant qu'auditeur indépendant ou auditeur légal pour ensuite éventuellement vous poser la question du diplôme de commissaire aux comptes ou d'expert comptable, puisqu'il y a une partie du cursus qui peut être commun. Le rôle de l'auditeur, ça va être d'apporter de la confiance aux acteurs économiques. L'objectif, ça va être de certifier en fait les comptes des entreprises qui sont publiés. Quand on va revenir après. Hop. Donc l'objectif, c'est d'attester, de certifier les informations financières qui sont publiées par les entreprises. Ce qu'il faut voir, c'est que entre les acteurs économiques, la confiance, elle est primordiale. Quand vous êtes une entreprise, que vous avez des projets de construction, par exemple d'usines ou d'implantation à l'étranger, à un moment, vous allez avoir besoin de fonds pour vous financer, vous allez aller voir une banque. La banque, pour vous prêter, ça marche comme dans la vie personnelle. Au moment où vous voulez acheter un appartement ou une maison, vous allez voir votre banque. Il va vous demander si vous êtes en capacité, sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années, si vous êtes en capacité de la rembourser. Avec les entreprises, ça marche pareil. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de 10 millions d'euros pour aller construire une usine en Chine ou en France, vous allez solliciter votre banque et votre banque a besoin d'analyser en fait la situation de l'entreprise pour prendre une décision et vous accorder ce prêt. Pour analyser votre dossier, la banque a besoin d'avoir des chiffres, notamment, on va revenir après sur la partie extra-financière, a besoin d'avoir des chiffres et a besoin d'avoir confiance dans ces chiffres et être sûr que les chiffres qui lui sont présentés sont fiables et sincères. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à manquer soit de transparence, soit à manipuler l'information ou à donner des faux chiffres, la banque prendra forcément une mauvaise décision et potentiellement prendra un risque derrière. D'où les côtés mollo-mollo sur baby-foot. En fait, je pense que vous avez vu un peu le truc, c'est de dire, nous quand on certifie les comptes, c'est de dire qu'en fait il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas, tout est sincère en fait, puisque nous quand on certifie, on dit que c'est régulier et sincère. Et en fait, si on voit des fraudes, si on voit des choses particulières, bah forcément notre rôle, c'est pour ça qu'on disait qu'on est un peu inspecteur, même si on n'est pas là pour chercher les fraudes, en tout cas, si on en voit dans les comptes, ben, on doit faire. Et c'est pour ça que les créanciers, les banquiers, les investisseurs ont confiance en nous. Parce que grâce à nous, quand on met le coup de tampon, ça signifie que les comptes, ben, tout va bien. En tout cas, globalement, tout va bien. On peut ne pas avoir des choses, mais voilà. Et, en gros, s'il y a eu des cadeaux qui n'ont rien à voir dans l'entreprise, ou des belles de foot, bah nous, on a une obligation, c'est pour ça qu'on est, on prête serment auprès des cours d'appel, donc on dépend du ministère de la Justice. Donc si on voit des fraudes, on doit révéler les fraudes auprès du procureur de la République. Voilà. Là j'ai pris l'exemple des banques. On intervient aussi par exemple dans les associations. Demain, vous faites un don de 100 € au restaurant du Cœur ou à d'autres associations. Ces associations ont un commissaire aux comptes qui certifie leurs comptes. Vous pouvez aller sur le site des Restaurants du Cœur ou d'autres associations, consulter en fait les comptes de l'association et le rapport du commissaire aux comptes qui a été émis sur les comptes. Par ses travaux et par sa compréhension de l'association et ses vérifications, vous allez avoir vous allez pouvoir avoir confiance dans les informations qui vous sont données
et surtout vous allez pouvoir vous assurer que quand vous donnez 100 € de dons au Resto du Cœur, il n'y en a pas 90 qui partent sur des actions qui ne sont pas dans l'objet social de l'association, ou 90 qui partent dans la poche du président de l'association. Donc on est vraiment un rôle de, de tiers indépendant. L'indépendance, c'est quelque chose chez les commissaires aux comptes qui est très très important. Vous ne pouvez pas être commissaire aux comptes de la boîte de votre femme, de votre frère, de votre père, de votre meilleur ami. Ça, c'est pas possible, parce que si vous êtes trop proche et si vous avez des liens personnels ou financiers avec les entreprises ou les associations que vous contrôlez, potentiellement, vous ne serez pas objectif. Donc, potentiellement, vous n'allez pas voir ou vous n'allez pas révéler les anomalies qui seraient glissées volontairement ou involontairement dans les comptes. Donc, c'est pour ça que l'indépendance, on est des tiers indépendants des entreprises, des associations, des structures desquelles on peut certifier les comptes. Pour compléter, du coup, au secteur privé, du coup, entreprise, association, aussi au secteur public, si vous êtes à la fac, votre fac a un commissaire aux comptes. Les collectivités locales sont en cours de tests pour la certification, les CHU, donc du coup c'est assez vaste, vous pouvez intervenir sur un certain nombre de secteurs diversifiés parce que aussi du coup il y a des fonds publics et on est en charge de contrôler la bonne utilisation de ces fonds. Donc historiquement, les commissaires aux comptes, on était sur la partie information financière. Et là, vous voyez sur la droite la partie information extra-financière. Alors je ne sais pas si ça vous parle, c'est toute la mouvance réglementaire de la RSE. On va parler de déclaration de performance extra-financière. On va parler de CSRD si on parle de règlement européen. Aujourd'hui, les sociétés, les associations, les organismes du secteur public sont plutôt jugés sur la partie financière. Quand vous êtes à la bourse, quand vous êtes banquier, aujourd'hui, vous regardiez la partie de gauche qui était la partie financière. Cette partie extra-financière, en fait, va rassembler toute l'information qui va être produite par les entreprises sur des sujets autres que les comptes. On va retrouver toute la partie, bien évidemment, environnementale, donc toutes les politiques de gestion de l'énergie, gestion des déchets, projection et impact de l'entreprise sur l'écosystème, les écosystèmes environnementaux, pardon. On va retrouver tous les indicateurs sociaux, on a mis égalité homme-femme, on pourrait parler aussi de l'emploi des seniors, on pourrait parler des politiques de formation, on pourrait parler des politiques d'évolution, d'égalité salariale, de parité, tous ces indicateurs en fait sont aujourd'hui des indicateurs qui sont obligatoires pour un certain nombre de très grosses entreprises aujourd'hui. Et en fait, la réglementation est en train de changer au niveau européen et au niveau français pour obliger les entreprises, alors pas les toutes petites pour l'instant, mais d'ici 3-4 ans, en fait, toutes les entreprises d'une certaine taille, ça va représenter de mémoire au niveau de l'Europe, c'est une quarantaine de milliers d'entreprises qui vont devoir publier des informations extra-financières. À quoi ça sert? On va citer deux exemples. Je reviens sur mes amis banquiers ou les fonds d'investissement. Hier, ils regardaient que la partie financière. Est-ce que la société ou l'entreprise que je vais financer est en capacité de rembourser mon prêt? Là, ils commencent à regarder et plus les mois et les années avancent, plus ils se penchent sur la partie extra-financière. C'est est-ce que le client que je vais financer potentiellement peut avoir des impacts négatifs sur l'environnement? Est-ce que cette société a des pratiques salariales qui font qu'à un moment, ils vont se retrouver en difficulté en termes de recrutement, en termes d'impacts environnementaux? Demain, vous êtes une usine chimique. Si vous n'avez pas une politique environnementale de projection et de vision moyen-long terme sur votre impact sur l'environnement, potentiellement, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous avez une catastrophe naturelle qui va venir mettre en péril votre usine. Vous allez avoir des rejets sur l'environnement qui fait qu'à un moment, les clients ne vont plus acheter vos produits. Et c'est un risque qui va être très important pour la banque, puisque financièrement ça se passe bien, et à un moment il y a une rupture, il se passe quelque chose, là on a vécu la tempête le week-end dernier,
potentiellement vous avez une usine nucléaire ou une usine chimique à côté de chez vous. S'ils n'ont pas mis en œuvre des politiques pour se protéger et pour limiter leurs impacts sur l'environnement, possiblement le mercredi d'après c'est fini, et ça c'est un risque pour le banquier. Donc aujourd'hui les financeurs regardent de plus en plus les informations extra-financières et c'est un critère de choix pour eux. Quand vous investissez de l'épargne, aujourd'hui vous avez des livrets A, des livrets de développement durable, vous avez tout un panel de produits financiers qui fait que de plus en plus les particuliers se dirigent vers des fonds verts ou des produits de placement verts qui vous garantissent le fait d'investir dans des sociétés qui ont des impacts positifs sur l'environnement. Et en fait, les critères de choix des fonds d'investissement ou des banques sur ces produits verts qui sont vendus aux clients s'appuient sur cette partie extra-financière. Donc nous, on sera vraiment acteurs là-dessus, c'est-à-dire qu'on va aussi donner notre opinion sur leurs indicateurs, parce que vous comprenez, entre deux usines, une qui est très polluante, qui ne fait rien pour améliorer, qui ne respecte pas l'égalité homme-femme, qui a un bilan carbone absolument désastreux, c'est un peu normal qu'au final, elle ait plus de difficultés à obtenir des financements, ou en tout cas qu'elle soit moins bien notée que celle qui fait très attention à son environnement, qui fait attention à l'égalité homme-femme, qui fait attention à son bilan carbone. Ça nous semble normal. Actuellement, il n'y a aucun indicateur qui aiderait ces entreprises vertueuses à aller vers encore mieux que ça. Et quelque part, les mauvais élèves ne sont pas mal notés. Donc ce qui est important, nous, dans notre modification de notre métier, c'est cette partie extra-financière qui arrive. Et c'est là où justement tous les nouveaux auditeurs, dans les programmes, en fait, il y a toute cette partie qui arrive. Donc là, c'est un côté... Ouais. Alors pour vous dire l'impact même sur notre profession, dans la traduction des textes, on a même été jusqu'à considérer le changement de l'appellation de commissaire aux comptes, même si c'est la partie signataire, pour intégrer l'aspect RSE, durabilité, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de nos missions de demain et à très court terme, parce que toutes les applications, aujourd'hui, on repose aussi des profils, master RSE, et ouais. Donc là, on a parlé des banquiers ou des financeurs, mais ça sert aussi aux parties prenantes, aux clients, aux fournisseurs, aux salariés qui voudraient postuler dans l'entreprise, aux associations aussi non gouvernementales, type Greenpeace, type toutes les associations en fait qui militent pour des causes environnementales ou des causes d'égalité homme-femme par exemple. Ils auront accès à ces informations. Aujourd'hui, ils ont des informations qui sont, pour la plupart, pas validées par un tiers. C'est-à-dire que quand vous allez voir, quand vous regardez les notations sur les produits, quand vous regardez les informations qui peuvent circuler sur Internet, on est beaucoup sur du déclaratif. C'est-à-dire que les entreprises déclarent respecter telle ou telle, ou mettre en œuvre telle ou telle politique environnementale ou telle politique salariale, et il n'y a pas de contrôle d'un tiers. Demain, ça a commencé dans certaines entreprises, demain ce sera beaucoup plus large. Vous aurez accès, le grand public aura accès à ces rapports qui seront validés par les commissaires aux comptes et qui feront que l'information publiée sera une information de confiance au même titre qu'elle peut l'être sur l'information financière. Donc on est vraiment dans une bascule qui se fait très très vite, qui va demander beaucoup d'investissement dans les entreprises pour pouvoir produire ces éléments qui aujourd'hui ne sont pas forcément recensés ou ne sont pas des indicateurs importants dans les entreprises. Donc une fois qu'on a dit ce qu'on fait, c'est ou l'objectif, c'est comment on fait et ce que ça demande comme compétences. C'est qu'on a fait. Tout à l'heure, Emmanuel parlait d'inspecteurs. On a un métier où, pour certifier des comptes ou de l'information extra-financière, on est sur de l'information qui est en bout de chaîne. C'est-à-dire que la comptabilité, les informations extra-financières ne sont que la résultante de processus à l'intérieur de l'entreprise. Quand vous regardez les comptes, on va prendre Amazon par exemple, vous avez les comptes d'Amazon, vous avez le chiffre d'affaires d'Amazon et puis les charges, les achats, les frais de personnel ou autres. Ça, c'est la résultante de toute l'organisation interne d'Amazon, c'est-à-dire que vous allez sur Internet, vous passez votre commande, vous payez en ligne, ça part sur un robot dans un entrepôt, vous avez une petite machine qui vient chercher votre colis, qui le met dans une boîte, vous avez Chronopost qui vient chez vous, qui vous le dépose. Si vous n'êtes pas content, vous rendez ça à Chronopost, ça repart chez Amazon.
Tous ces flux-là sont traduits dans la comptabilité financière ou extra-financière. Et au bout du bout, vous avez des comptes où vous avez de l'information extra-financière qui sort. Et en fait, le rôle du commissaire en compte, ça va vraiment être de comprendre les processus à l'intérieur des entreprises et de voir si la traduction en termes d'information financière au bout de la chaîne est correcte. Est-ce que toutes les commandes d'Amazon finissent dans le chiffre d'affaires? Est-ce qu'il n'y a pas des commandes qui se perdent? Est-ce qu'il n'y a pas des commandes qui ne sont pas facturées? Est-ce que tous les frais de personnel sont bien dans les comptes? Est-ce qu'il y a du travail au noir? Est-ce qu'il y a une organisation qui fait qu'à un moment il peut y avoir une fraude dans les comptes qui fait que des salariés détournent des paquets au détriment d'Amazon? Donc ça va être toute la compréhension des flux à l'intérieur de l'entreprise qui vont nous permettre au bout du bout d'aller certifier les comptes ou l'information extra-financière. Donc on est vraiment dans une enquête qu'on va construire au fil de l'année, de compréhension de l'organisation, des systèmes d'information, pour arriver au bout du bout sur la partie comptable et la partie extra-financière. On a aussi du coup tout un volet juridique, donc de la prise de connaissance de la mission avec l'environnement juridique de la société. Typiquement dans certains secteurs d'activité, vous avez énormément de pression sur le volet juridique ou même un certain nombre de risques. Sur les traductions d'opérations comptables financières, c'est aussi de la traduction d'actes juridiques. Donc on revient toujours sur cet aspect juridique et sur la régularité. Et vous parlez par exemple sur le secteur public, typiquement le respect de la commande publique, un certain nombre de choses, ça peut être très large et on revient toujours sur un volet juridique parce que tout acte, toute opération financière a un fondement juridique. Alors on a un métier, on s'appelle commissaire au compte, donc dans commissaire au compte, on entend surtout compte, donc on s'arrête à la partie comptable. Contrairement à nos cousins experts comptables qui sont focalisés sur les comptes et sur la production des comptes, nous, effectivement, comme le disait David, on est plus dans la compréhension de l'environnement et la partie compréhension de tout l'environnement contractuel, juridique, légal est hyper important. Vous certifiez les comptes, par exemple, d'un groupe industriel qui a des usines, il va falloir que vous vous intéressiez à toute la partie autorisation administrative d'exploitation, toute la partie réglementation environnementale, et puis va venir s'adjoindre aussi la partie plus financière. On va faire du droit fiscal, on va faire du droit social, on va faire du droit des sociétés. En fait, on fait partie des professions où on a un accès total à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a le droit d'accéder à toute l'information. Et il va falloir qu'on voit si tous les domaines de l'entreprise sont bien traduits dans les comptes et sont bien traduits dans l'information financière qui est produite. Donc, il y a des chiffres, mais en fait, nous, typiquement, on ne fait aucune saisie comptable. C'est-à-dire que le point, c'est que nous, la comptabilité, on ne fait pas de saisie, on est plutôt en droit comptable, c'est-à-dire le côté cohérence de tout ce qui va être comptabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la comptabilité, on ne va pas faire des déclarations de TVA, on ne va pas faire de saisie. On est vraiment dans la compréhension globale. Est-ce que le droit comptable, le droit fiscal, le droit, enfin, toutes les matières du droit sont respectées? Donc c'est pour ça qu'on nous met toujours, alors là, il faut être super bon en maths. Il est clair qu'en plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, en fait, nous, on reçoit en fait, les données financières des clients et on les fait mouliner en fait, dans nos logiciels et on a déjà en fait, une présélection des choses. Voilà. Donc, sur les comptes, parce que c'est des fois un peu la peur des étudiants en droit, c'est de se dire ouais, moi, je suis allergique aux chiffres, donc j'en veux pas du tout de ce truc-là. En fait, on ne va pas se mentir, on en a, parce que forcément, on est sur les certifications des comptes, mais ce n'est pas l'élément essentiel. Il faut être plus bon en informatique, il faut avoir une appétence informatique. Ça, par contre, si vous êtes allergique à l'informatique, tout ce qui va être Excel, tout ce qui va être... effectivement, là, ça risque d'être compliqué. Donc ça se travaille dans les mais ça se travaille, ça s'apprend. Mais après, les chiffres en tant que tels, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, non, on ne fait pas de saisie, on est vraiment dans l'interprétation de ce qui peut être fait, plutôt dans le côté gestion, finance, etc. en globalité, plutôt que en concret sur les chiffres, en fait. C'est la grande différence entre les deux métiers, expert comptable et commissaire aux comptes. C'est que l'expert comptable, on est vraiment dans les chiffres, il faut être dedans, il faut les faire, alors que nous, tout est fait. On est feignants, nous. Hein, il faut être fait. Ah oui, t'as pas dit ça. Voilà, il faut d'abord être feignant pour être commissaire aux comptes, parce que nous, tout est fait. Et on va juste regarder et on donnera, on dira c'est bon, c'est pas bon, mais voilà. Après, c'est à eux de faire.
C'est vrai que c'est un métier qui est super intéressant, puisque, alors si on doit schématiser un peu, donc l'expert comptable, comme le disait Emmanuel, fait les comptes, accompagne le dirigeant au quotidien et il y a une partie de saisie comptable, de production de bulletins de paye. Le commissaire aux comptes, lui, de par son indépendance et sa mission, doit prendre du recul en fait, sur ce qui est fait dans l'entreprise et sur ce que font les experts comptables. On a des sociétés dans lesquelles il y a un expert comptable qui fait les comptes, et derrière, après, il y a un commissaire aux comptes qui lui intervient. Sur la typologie et la nature des entreprises dans lesquelles on peut intervenir, schématiquement, les experts comptables vont plutôt accompagner les petites entreprises, les professions libérales. C'est le cœur de l'activité des experts comptables. Ils vont aussi accompagner les plus grandes entreprises qui ont des services comptables internes et qui ont besoin d'expertise sur certains sujets, là où les commissaires aux comptes vont plutôt intervenir sur des structures d'une taille un peu plus importante, voire des groupes internationaux, des groupes cotés, des groupes qui sont avec plusieurs milliers de personnes. Le seuil, typiquement, je te coupe, le seuil maintenant de nomination obligatoire d'un commissaire aux comptes, c'est 8 millions de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, on ne parle pas du boulanger du coin, on parle quand même de sociétés qui commencent à avoir un petit peu d'envergure. Voilà. Donc du coup, vous allez intervenir. C'est un petit client, 8 millions, c'est petit. Oui. On va intervenir dans des structures, vous prenez, si on doit en citer quelques-unes, moi par exemple, je suis commissaire aux comptes du groupe Ubisoft, qui fait des jeux vidéo. Le groupe Ubisoft, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde entier, avec des studios, des sociétés de commercialisation à droite à gauche. Donc vous voyez qu'on ne peut pas tout voir et on ne peut pas voir toutes les factures, tous les flux. Du coup, on va comprendre l'environnement, on va comprendre comment sont fabriqués les jeux vidéo, comment ils sont commercialisés, comment ça marche avec Sony, comment ça marche avec Microsoft. Et en fait, pour ça, et ça fait le lien avec le premier bullet point, pour ça, il va falloir comprendre l'organisation de l'entreprise, sa stratégie, et échanger avec tout un tas de personnes à l'intérieur des organisations, et des personnes qui ne sont pas uniquement dans les services comptables, puisqu'encore une fois, la comptabilité, c'est la chambre d'enregistrement en bout de chaîne. Donc vous allez échanger avec des directeurs industriels, avec des directeurs généraux, avec des DRH, avec des directeurs juridiques, avec des directeurs commerciaux. Vous allez parler stratégie commerciale, vous allez aller voir en fait tous les maillons de l'entreprise. Du coup, tu as des prix alors sur les jeux vidéo? Bah non. Pourquoi? Je suis indépendant, je suis commissaire aux comptes. On n'a pas le droit d'avoir des prix. Je n'ai pas le droit d'avoir des prix. C'est mal joué. Et ça va vous permettre, en fait, au fil de vos années d'expérience dans le métier, d'acquérir un panel de compétences qui fait que, généralement, on considère que l'audit, c'est un troisième cycle formidable à l'issue des études. Quand vous arrivez dans le métier, je spoil un peu les slides de la fin. Vous l'aurez compris, on est plutôt sur la qualité première, c'est pas de savoir compter ou lire et écrire, c'est d'être curieux en fait. Et d'être en capacité dans l'entreprise de poser des questions, de comprendre comment ça fonctionne, de voir un peu la logique des entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu le panel des écoles et des étudiants qui rejoignent les cabinets d'audit, on va trouver des écoles de commerce, on va trouver des universitaires, on va trouver des écoles d'ingénieurs. Sachant qu'après, dans les spécialités, on va trouver des gens qui ont fait des études plutôt orientées RSE, plutôt droit, plutôt informatique, plutôt comptable. Encore une fois, on cherche des têtes bien faites et une faculté à prendre du recul, à poser des questions, à être curieux. La partie comptable, elle est accessoire. C'est-à-dire que vous prenez par exemple des ingénieurs, la profession, ça doit être à peu près une quinzaine, une vingtaine de pourcents d'ingénieurs qui rejoignent la profession. Quand vous avez fait un cursus d'ingénieur, les cours de compta, en général, c'était le vendredi matin assez tôt. Donc vous n'y alliez pas forcément avec le sourire et avec la joie dans les yeux. Donc vous arrivez en cabinet d'audit, la partie comptable, vous ne l'avez pas. Sauf que vous avez la logique et vous avez la construction et la capacité à comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. La partie compta, c'est de la logique. À partir du moment où c'est équilibré, que ça fait 0 à la fin, en général, c'est bon.
Donc la partie comptable, elle est apportée et vous avez beaucoup de formations en fait, dans les cabinets tout au long de votre parcours qui va vous permettre d'acquérir la compétence comptable, la compétence fiscale, la compétence informatique, la compétence de management, qui fait qu'après un certain nombre d'années en, fait, en cabinet d'audit, sur le marché du travail, vous avez une valeur, je ne vais pas dire inestimable, mais vous êtes très bankable sur le marché, parce que vous avez été en capacité d'échanger et d'appréhender plein de fonctions dans l'entreprise. Surtout, on est diversifié. Vous voyez, on a parlé pas mal d'entreprises. On peut très bien être chez Ubisoft. Après, on est à la faculté de droit de Rennes, l'hôpital de Rennes. Après à l'hôpital, après dans une association. Donc ça veut dire qu'on a intellectuellement en fait une palette de connaissances de l'environnement économique qui est extrêmement riche et qui ensuite se revend très bien. Et en fait, on voit bien, nous, dans notre métier, en fait, on commence, on va en cabinet, en entreprise, etc. Et surtout parce que nous, notre métier, on est très peu au bureau. D'ailleurs, quand on est au bureau, on est très content parce qu'on est beaucoup en fait dans l'entreprise. Voilà, on n'est pas. C'est pour ça que c'est dynamique et nomade, quoi. Voilà. Ce qui fait que quand vous rentrez dans un cabinet, la stat, alors je suis pas au pourcentage près, c'est un chiffre non certifié, non attesté. 90% des jeunes diplômés qui rejoignent le métier, dans les 5 ans ou 7 ans, ils sont partis. Donc ils font un passage en audit. Après, il y a des survivants comme nous. Ça fait déjà quelques années qu'on y est, mais 90% des auditeurs qui commencent restent 5-7 ans dans le métier, parce qu'en 5-7 ans, vous aurez vu plein de secteurs d'activité. Vous aurez décortiqué des organisations d'entreprise, donc vous êtes en capacité de faire de la comparaison entre les entreprises, les secteurs d'activité. Vous avez une capacité d'adaptation parce que toutes les semaines vous avez changé d'entreprise. Vous avez une agilité intellectuelle qui fait que derrière, c'est ce qu'on mettait, hop, je me permets de revenir juste là. Derrière, vous avez des anciens auditeurs qui sont partis en banque, qui sont partis en entreprise, qui sont devenus. C'est pas celui-là, c'est lequel? Parce que les approches qu'on fait en externalisé, dans les grandes sociétés, ils les ont en interne. Alors, pas avec le volet légal de commissaire aux comptes, mais dans leur stratégie d'entreprise, ils ont besoin de sécuriser un certain nombre de choses. Typiquement, vous prenez des concessions automobiles ou n'importe quel grand groupe coté, et ils ont un service d'audit interne avec des anciens auditeurs de cabinet qui viennent faire ce qu'on fait, mais en interne, et nous on échange avec eux quand on fait notre mission de commissariat aux comptes pour se reposer sur leurs travaux, et on travaille un peu la main dans la main avec les services internes. Donc vous avez des gens qui partent pour créer des entreprises, pour reprendre des entreprises, pour être DRH, pour être prof, pour être... vraiment, ça vous ouvre toutes les portes derrière. Sachant que quand on parle de cabinet d'audit, un cabinet d'audit, la plupart des cabinets d'audit ont une palette de services très large, c'est-à-dire que vous allez retrouver les deux métiers de base que sont l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, la certification des comptes. Et plus ça va, plus les cabinets recrutent des experts. Donc on a des cabinets, la plupart des cabinets ont des avocats, puisque les avocats ou des juristes vont accompagner en fait, les entreprises clientes sur certains sujets et vont aussi accompagner les auditeurs, le commissaire aux comptes dans sa mission. Quand vous êtes sur des groupes complexes, vous prenez la fiscalité par exemple, en tant que commissaire aux comptes, on a le vernis sur beaucoup de sujets. Après, quand c'est très technique et quand ça demande des compétences hyper pointues, on va faire appel à des avocats fiscalistes qui vont intervenir dans l'équipe du commissaire aux comptes, qui vont aller checker dans les entreprises la fiscalité est bien traitée et vont rassurer le commissaire aux comptes et vont permettre ensuite au commissaire aux comptes de certifier les comptes. On va s'appuyer sur des experts, on parlait RSE, dans les environnements complexes. On va avoir des gens spécialisés dans la RSE qui vont intervenir dans les cabinets. Sur la partie droit social, potentiellement, quand il y a des sujets, on fait appel à des avocats en droit social pour nous aider à déminer certains sujets. On a des juristes aussi droit social qui sont spécialisés sur le sujet. Typiquement, quand on évoquait tout à l'heure, quand on est auditeur, on est assez généraliste en fait. Du coup, on est obligé d'avoir des experts, et notamment des experts en droit des sociétés, en droit social, où on va faire des focus sur l'audit de l'aspect RH, social au sens large.
typiquement droit public, parce que dans nos formations, on est très souvent plutôt droit privé, on est peu droit public. Et du coup, quand on est sur des collectivités, on a quand même cette casquette obligatoire. Et donc là, on se fait aider effectivement en interne avec des avocats de droit public, qui sont des denrées rares, mais qui existent. Ce qu'on vous invite à faire, c'est que pour ceux qui veulent pas devenir commissaire aux comptes, mais qui veulent devenir par exemple avocat, sur la partie avocat, plutôt droit des sociétés, droit fiscal, enfin ce qui tourne autour de l'entreprise, c'est à un moment ou un autre d'aller faire un stage dans un cabinet d'élite. On le voit bien, on travaille avec beaucoup d'avocats sur plein de sujets, notamment des sujets de droit des sociétés, de fusion, d'acquisition, de suivi juridique ou autre. Les meilleurs avocats, c'est ceux qui sont en capacité de manier les chiffres. C'est-à-dire que vous voyez la différence entre deux avocats, entre celui qui est allergique aux chiffres et qui s'y est jamais intéressé ou qui est vraiment resté sur la partie droit. Et sur les fusions, sur les parités, alors oui, c'est ça, il y a tout un aspect en fait, du droit des sociétés qui repose sur de la comptabilité ou de la finance. Et en fait, si vous complétez, ne serait-ce que par un stage, ça vous permet de voir un peu la logique la logique de nos métiers et de l'interaction en fait, entre cette partie juridique et cette partie chiffres. N'hésitez pas à pousser la porte des cabinets pour aller faire des stages. Il y a plein d'offres de stages, tous les cabinets prennent des stagiaires, des jeunes diplômés, ne serait-ce que pour aller passer 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois en stage au cours de vos études. Il ne faut vraiment pas hésiter, ce sera hyper complémentaire à votre formation si vous partez en droit plutôt orienté société ou droit public. On parle beaucoup aujourd'hui de double compétence, parce que c'est vrai que les cursus, on a quand même beaucoup de bac plus 5, il faut réussir à tirer son épingle du jeu, et typiquement la double compétence droit-chiffre. Moi, ma conjointe est avocate, son major de promo, quand elle a prêté serment, il avait un cursus chiffre en fait. Et c'est juste que du coup, il a fait sa double compétence, et en fiscalité, du coup, il a un peu tout explosé, parce qu'il avait, quand on a deux compétences, après, en plus sur le marché, ça devient très là-dessus. La comptabilité, la finance, l'extra-financier ou autre, à la base, on est sur des textes, de loi. C'est-à-dire que si on regarde le métier de commissaire aux comptes, le nouvel code de commerce, c'est le livre 8, vous avez la définition de la profession de commissaire aux comptes et toutes les règles du jeu qui s'appliquent à la profession de l'indépendance. Tout ça, ce sont des règles qui sont dans le code de commerce. Et toute la partie droit comptable, règles comptables ou extra-financières, aujourd'hui, si vous n'êtes pas un minimum juriste dans votre tête ou dans votre approche, la réglementation extra-financière, vous ne lisez pas 4 pages en fait. Le droit comptable, c'est pareil, on est sur certains sujets qui sont complexes. À la base, on est sur des textes, on est sur des lois. Les commissaires en compte sont sollicités, font partie des professionnels qui sont sollicités dans le cadre de la rédaction des textes de loi. Vous avez tous les ans, vous avez une loi de finances qui sort, à un moment ou à un autre, il y a soit un décryptage, soit une consultation, soit un échange avec les commissaires en compte qui ont une très bonne vision des entreprises et des impacts potentiels de certains dispositifs sur les entreprises. Et on est en capacité d'apporter notre pierre à l'édifice là-dessus, sur la construction des lois. Vous prenez, alors, je vais citer quelque chose moi, qui m'occupe depuis 2 ans, vous avez toute une série de lois, vous avez dû entendre parler, j'imagine, de l'inflation, et de la bataille qu'il peut y avoir entre les industriels et les groupes de distribution type Leclerc, Carrefour ou autre. Il y a une dizaine de lois qui se sont succédées ces 10 dernières années pour gérer la relation et les négociations entre les industriels et les distributeurs. Depuis 2 ans, les commissaires aux comptes sont un peu les arbitres ou les garants d'une certaine partie des négociations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un industriel avance des informations, des chiffres, en disant je vends une boîte de maïs, sache que cette année le prix du maïs a augmenté de X%, le prix de la boîte métallique a augmenté de X%, du coup c'est pour ça que je demande à Leclerc ou à Carrefour 20% ou 15% de plus sur mon prix. Aujourd'hui, les commissaires en compte interviennent pour certifier les éléments qui sont transmis entre les industriels et les distributeurs. Et pour le coup, on a été au cœur de la négociation de la loi et de la rédaction de la loi, on a été consulté et on a un avis consultatif d'experts sur le sujet qui fait que voilà, on est rattaché au droit.
on est entre les deux, on cherche un peu entre métier du chiffre, métier du droit, en fait. parce qu'au final, effectivement, on fait de tout et on est j'allais dire, on est bon dans tout, mais expert en rien, c'est péjoratif. On a une vision vraiment transverse sur plein de sujets. On est capable de vous parler de tout et n'importe quoi pendant 2 heures. D'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on accélère. Mais du coup, on disait aussi sur l'aspect informatique, on est aussi des experts sur la partie IT, SI, et c'est tout un volet qu'on ne pourra même pas couvrir aujourd'hui, parce qu'on a des experts sur le sujet et on est obligé d'avoir une culture générale sur cet aspect-là. Parce que aujourd'hui, toutes les sociétés sont digitalisées. Et nous aussi. On est un peu un chef d'orchestre en fait sur plein de choses. C'est-à-dire que nous, on sait ce que le client a besoin et ensuite on va piocher dans nos cabinets toutes justement, on a une problématique fiscale sur une interrogation, sur un régime je sais pas, de TVA. On va demander à l'avocat spécialisé sur, par exemple, la TVA sur les subventions. On va lui demander pareil l'audit social parce qu'on a une interrogation. L'IT parce qu'on a une interrogation sur le RGPD. Et forcément, ça a des conséquences après sur les comptes parce qu'il y a peut-être des risques qui n'ont pas été estimés dans les comptes, etc. Je vais faire une référence de vieux. Vous avez le bon commissaire en compte. C'est celui qui... Le bon commissaire en compte, c'est celui qui connaît ses limites, qui est capable d'appréhender la situation et ensuite de s'adresser au bon expert dans son équipe ou dans son cabinet pour aller traiter tel ou tel sujet complexe. Le mauvais commissaire en compte, c'est celui qui considère qu'il connaît tout. Et qui va pas solliciter la bonne expertise et potentiellement qui va avoir une opinion erronée. Je croyais que c'était le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais ça, vous pouvez pas... Non, là c'est plus sur Combini. C'est un truc de... donc, c'est cette capacité à interagir en fait avec l'écosystème chez les clients, l'écosystème dans les cabinets et à rassembler, mobiliser beaucoup de professionnels qui fait que c'est une profession qui est super riche et super intéressante. La preuve, nous on fait partie des 3, 4, 5, 7% qui y sont depuis plus de 10 ans. Parce que quand on commence, alors c'est ce qu'on va enchaîner sur les slides de cursus. Alors, on a dit tout à l'heure, toutes les compétences sont les bienvenues. Après, en fonction des typologies de cabinets et des typologies de secteurs dans lesquels les cabinets interviennent, vous allez forcément trouver votre bonheur. Donc vous allez arriver, la plupart des recrutements se font sur des bac plus 5 quand vous rentrez dans la profession. Vous allez y passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et au bout d'un moment, potentiellement, vous allez vous poser la question de passer votre diplôme de commissaire aux comptes ou de devenir commissaire aux comptes. Et là, en fait, j'adore ce schéma. Ça démontre bien qu'il y a plein de voies pour... En fait, contrairement aux médecins qui, en fait, si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous êtes soit médecin, soit vous n'êtes, entre guillemets, rien. Alors que nous, en fait, qu'on soit commissaire aux comptes ou pas, tout au long de notre cursus, en fait, on aura de la place en cabinet d'audit. Et notamment, les progrès des postes, etc. On n'est pas obligé d'être signataire. Être commissaire aux comptes, ça veut dire être signataire. On en a beaucoup qui ont commencé les études, qui n'ont pas été au bout pour des raisons XY, et qui quelque part ne sont pas signataires, mais pour autant ont des postes, très... Parce que là, du coup, le slide est presque pas complet, parce que ça, c'est les voies d'accès universitaires. En fait, ici, vous avez une extension, c'est la carrière, et vous avez certains profils qui, hors diplôme, finissent à des postes très importants dans le secteur, parce qu'ils ont la compétence. Ce qu'il faut redire, c'est qu'il y a 2 voies d'accès, deux diplômes qui permettent d'avoir le titre de commissaire en compte. C'est soit le diplôme d'expertise comptable qui vous donne la double casquette expert comptable commissaire en compte, soit le CAFCAC, certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire en compte. Pour raccrocher avec le droit, l'expert comptable, lui, son ministre de tutelle, c'est le ministre de l'économie, et le commissaire en compte, c'est le ministre de la justice. Donc ça permet de matérialiser la différence. Et en fait, à tout moment, vous pouvez rattraper ces 2 voies que sont le DEC ou le CAFCAC, soit par des validations des acquis d'expérience, c'est-à-dire qu'au bout de X années d'expérience dans un cabinet d'audit ou en entreprise, vous pouvez vous raccrocher soit au DSCG, soit au DEC directement. Après, si je prends le CAFCAC, moi je suis passé par le CAFCAC, j'ai fait l'école de commerce, j'avais quasiment pas d'équivalence sur la partie comptable, je n'étais pas du tout destiné à faire ça, je suis passé par le CAFCAC, qui est un diplôme pour le coup très juridique.
puisque c'est un diplôme qui est géré par le ministère de la Justice. Et en fait, vous rentrez dans le cursus du CAFCAC après un certain nombre d'années d'expérience professionnelle. Vous passez, si vous n'avez pas suffisamment d'équivalence, le certificat préparatoire qui va changer de forme. Et ensuite, en fait, ça marche comme les experts comptables, comme les architectes, comme bon nombre de professions réglementées. En fait, vous rentrez en stage professionnel. Donc là, en l'occurrence, que ce soit pour le DEC ou le CAFCAC, vous êtes salarié d'un cabinet. Collaborateur. Dans un cabinet, vous êtes collaborateur dans un cabinet. Pendant 3 ans, vous allez être en stage, mais vous allez être payé et évoluer comme un salarié. Sauf que le stage fait que vous avez un certain nombre de formations qui sont dispensées et un premier pied dans la compagnie des commissaires aux comptes lors des experts comptables. Une prise en charge aussi. Une prise en charge des formations qui fait qu'au bout de 3 ans, vous allez pouvoir en fait passer ensuite les examens finaux qui vont vous permettre d'avoir le titre de commissaire aux comptes ou d'expert comptable. Mais sachez qu'à tout moment, on peut, le CAFCAC, on a des ingénieurs, on a des juristes, on a des masters en comptabilité. De master, vous l'avez vu sur la grille, de commerce. On était comptable à droite quand même, ouais. Et à gauche, en fait, c'est master généraliste. Et après, on a la pluridisciplinarité du diplôme, du stage, donc collaborateur salarié avec quand même tout un système de cabinet, le système d'augmente, enfin bon voilà, c'est un plus sur votre CV d'ouvrir un stage et de continuer et puis de tenter l'appel. Et les choses se font en niveau master, c'est pareil, hein, en formation initiale ou formation en alternance. Et notamment, là, il y a maintenant l'école de l'audit qui vient d'être créée, qui permet de faire des masters, justement, après, par exemple, une licence de droit, pour ensuite rentrer en master, en fait, spécifique audit, qui vous permettra, en fait, de vous spécialiser un petit peu sur notre profession. En tout cas, nous, il va falloir qu'on s'écoute, parce que là, il y a d'autres formations. On a notre stand en haut, donc surtout, venez nous voir, justement, pour aller un petit peu plus loin sur le cursus ou quoi que ce soit. Un point bonus, donc il y a plein d'offres de stage, plein d'offres d'emploi dans les cabinets. On cherche sur la partie, alors on a parlé de comptabilité, on a parlé d'extra-financier, de choses comme ça. On recherche plein de profils et vous avez bien compris que toutes les voies d'accès sont bonnes pour arriver en audit. Et après, en termes de rémunération et de trajectoire, on est sur des évolutions très rapides, parce que comme vous capitalisez très vite sur l'expérience, très vite vous vous retrouvez à encadrer des équipes au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, et vous avez votre salaire et votre courbe de rémunération qui va très vite. Si on doit donner des fourchettes à l'embauche, entre la province et Paris, et en fonction des écoles, on est entre 30 et 50 000 euros bruts annuels de salaire à l'embauche. Et globalement, dans les 5 ou 7 ans après, vous avez quasiment doublé votre rémunération. En fonction des cabinets, des cursus, des localisations. Alors les salaires à Paris sont plus élevés, mais voilà, la vie est plus chère, c'est une pratique un peu différente. Donc on est dans des métiers qui recrutent, qui en termes de rémunération sont très attractifs aussi et sont très évolutifs. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, 7 ans, vous pouvez monter votre cabinet, vous pouvez vous associer dans un cabinet d'une certaine taille, vous pouvez être salarié, vous pouvez être profession indépendante. On est sur des modalités d'exercice qui sont très, très ouvertes. Alors on dit cabinet, on a dit pas mal qu'on n'était pas sédentaire. Juste en complément, le titre c'est travailler en équipe, on l'a dit plusieurs fois. Donc en fait, vous arrivez, premier jour, vous intégrez des équipes tournantes, en fait, vous travaillez avec tout le monde, vous partez de 2 à 10 personnes et vous auditez des boîtes d'une taille plus ou moins grande. Donc vous avez, si vous voulez plus d'informations, il y a le site devenirauditeur.fr où là vous allez retrouver un petit peu tout. De toute façon, nous on est sur les stands là tout à l'heure et vous allez voir, il y a un quiz en fait, on vous pose des questions, savoir un petit peu si vous avez cet esprit curieux, ambitieux, communicant, voilà, sens de l'éthique. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a beaucoup parlé. N'hésitez pas, si vous êtes timide, à nous les poser au stand. En plus, comme ça on respectera le timing et puis on pourra rester un petit peu plus longtemps avec vous. Et il y a plein de goodies en plus. Ah ouais, il y a plein de goodies. Ouais, il y a des bonbons et tout. Des bonbons, il y a à boire. S'il en reste, parce qu'on est là depuis 1 heure. C'est bon pour vous? Oui. En fait, moi, je viens de faire mon DSCG et je pensais pas du tout que vous recherchiez des profils en droit. Je pensais que vous recherchiez seulement des profils sur comptabilité. Non. Du coup, j'étais assez étonnée. Agréablement surprise. Oui, surprise.
Non, enfin, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est un changement, mais c'est vraiment une tendance de fond depuis on va dire, une dizaine d'années pour certains cabinets, de vraiment élargir les profils de compétences parce que les profils comptables, 100% comptables, peuvent pas tout appréhender aujourd'hui. Quand vous atteignez une certaine taille d'entreprise, vous pouvez pas tout connaître, vous pouvez pas tout savoir, et les organisations deviennent tellement complexes qu'il vous faut des experts en IT, qu'il vous faut des experts en RSE, qu'il vous faut des experts en droit. Et en fait, on s'appuie sur toutes ces compétences. Mais DCG, c'est une première étape. Voilà. J'ai déjà rendu la moitié du slide. N'hésitez pas en tout cas à passer nous voir. Tout de suite alors. Au premier étage. Merci. Merci.